Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie énormément d'écouter ce petit audio, cette petite interview que je fais avec le chef Thierry Marx. Pour vous résumer un petit peu l'idée de cet échange-là, moi je m'appelle Quentin et en fait j'ai repris mes études pour apprendre le business et le management dans la gastronomie, parce que j'ai un parcours de plus de 10 ans dans ce domaine-là. Et suite à la crise du Covid, grosse remise en question et je me suis dit que j'avais besoin un peu de retrouver du sens et de reprendre mes études tout simplement pour avoir plutôt un côté business et stratégie. Donc c'est pour ça que cette année là je fais un bachelor en management de la gastronomie avec le chef Thierry Marx. Et le chef justement m'a accordé très gentiment quelques minutes pour qu'on parle un peu de son parcours et c'est l'un des chefs que je trouve le plus inspirant et qui m'inspire le plus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le partager, ce petit audio, parce que normalement c'est pour mon mémoire de fin d'études, et je me dis qu'il y a beaucoup de valeur dedans. Donc voilà, je vous le partage. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis moi je vous souhaite une très bonne écoute. Prêt? Allez, on y va. C'est parti. Alors, mon chef, faut vous rappeler donc cette petite interview, c'est pour mon mémoire de fin d'études qui va parler sur le management et la gestion d'équipe. Donc, ce sont des petits audios que je récupère de chefs et de chefs d'entreprise. Alors, ma première question, chef. Bon, pour vous dire, je suis un de vos plus grands fans, je crois. Vous êtes l'un des chefs qui m'inspire le plus. Et ma première question aujourd'hui, c'est, je vais vous demander, enfin, je vais vous parler d'une de vos passions que vous avez. Vous avez une passion pour les arts martiaux et le judo. Je voulais savoir Ouais. d'où elle venait cette passion et pourquoi avoir choisi les arts martiaux. D'abord, dans mon enfance, j'ai pratiqué le judo très tôt et j'ai trouvé que c'était un excellent cadre éducationnel pour moi parce qu'on est dans le faire pour apprendre et puis après la pratique des arts martiaux, d'abord, elle est de regarder un peu la vie en face. Ça, c'est une grande leçon qu'on obtient des arts martiaux. Beaucoup d'humilité et en même temps apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. C'est-à-dire que s'agiter, c'est pas agir dans les arts martiaux. Il faut analyser très vite pour être capable de répondre à une situation qui peut être des fois ambiguë. Donc voilà, c'est un cadre éducationnel qui n'est pas qu'une succession de coups de pied et de coups de poing, mais au contraire une réflexion pour affronter la vie de façon positive et en l'affrontant vraiment, pas en détournant le regard quand ça devient compliqué. J'ai vraiment l'impression que les arts martiaux sont un peu une école de vie où on apprend beaucoup de valeurs qui nous servent justement dans ce parcours. C'est surtout les arts martiaux, surtout une école pour nous-mêmes. Dès lors qu'on se croit invulnérable et ça peut commencer à être dangereux. Par contre, si tous les jours on se remet en question par une pratique physique dans ce type de discipline, qu'elle soit des fois même méditative, elle nous apprend à nous recentrer sur nous-mêmes et de regarder encore une fois, retrouver notre verticalité pour avoir une vision des choses, pour trouver sa voie. Vous voyez, c'est 3 V. Et il faut garder ça à l'esprit. Alors après, bien sûr que je voudrais probablement pas raconter ça à 15 ans ou à 20 ans parce que je voyais que le combattant supérieur est fort, mais après avec l'enseignement des plus anciens, on apprend que eh bien il y a une partie qui reste quand même de retrouver son centre en permanence et de retrouver sa verticalité en permanence. Hyper puissant comme vision. Chef, je vais commencer du coup par ma première question. Alors la première, je la pose à tous les chefs et chefs d'entreprise, c'est comment on fait pour devenir un bon manager, chef d'entreprise et leader en même temps. Alors déjà, on va essayer de dissocier un peu les choses. Un chef, chef de cuisine, comme on l'entend, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui se passionne pour son métier l'inspire, il est inspiré par tout ce qu'il transforme, tout ce qu'il voit, et ça alimente sa passion d'artisan et sa passion artistique aussi, parce que bien souvent elles sont intimement liées. Et puis après, manager, chef d'entreprise, ça c'est quelqu'un qui prend un peu plus de risques finalement. Il va aller chercher le monde un peu plus inconnu, d'apprendre à savoir faire aux autres pour que ces mêmes collaborateurs puissent ne pas trahir sa vision de l'entreprise et de sa cuisine pour continuer à faire en sorte de s'épanouir en tant que chef et chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise dit multiplication des tâches, multiplication des lieux aussi. Donc il faut avoir un état d'esprit, un mindset comme on dit, qui soit dans lequel les cadres, les managers
adhèrent pour ils reproduisent ça dans les points de vente qu'on leur a confiés ou les entreprises qu'on leur a confiées. Donc c'est ces trois axes: savoir-faire, ça c'est l'artisan, savoir-faire faire, ça c'est le manager et le chef d'entreprise, et faire savoir, c'est le manager qui devient aussi un communicant. Et ça, il faut pas louper, il faut travailler ces trois axes très régulièrement. Et comment on fait du coup pour porter cette vision-là en tant que... Vous savez qu'en cuisine, on dit toujours qu'un chef doit rester dans ses fourneaux, mais on peut pas se développer sans justement de sortir de ce laboratoire-là. Oui, c'est vrai, c'est toujours ce qu'on a dit au chef: restez devant vos fourneaux et n'en bougez plus. Sauf que très peu ont fait ça, et ceux qui l'ont fait à 40 ans, ils avaient disparu. Bien sûr. Donc non, il faut être capable à mon avis, si on le souhaite, d'entreprendre et de se développer, voire de se diversifier. Et le chef d'entreprise, contrairement au chef de cuisine, finalement, le chef d'entreprise, il a besoin d'autres cerveaux pour se développer. Lui, en général, c'est plutôt le rêveur. Il lui faut un comptable pour mettre des chiffres sur ses rêves, et il lui faut un bon vendeur pour vendre le prix de ses rêves à des clients qui vont bien vouloir acheter cela. Donc là, il faut se structurer en mode entreprise, et ça nécessite, encore une fois, un peu d'application dans le savoir-faire faire aux autres pour qu'ils aient la même vision que nous pour se développer. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais ça a beaucoup de sens ce que vous dites. Justement, j'ai à rebondir sur une autre question. Est-ce que pour vous, le management est une compétence clé à développer dans sa carrière? C'est une compétence clé à développer dans sa carrière, oui, bien sûr. On va plus vite tout seul, mais on va moins loin. C'est le vieux dicton africain, mais il est évident que tout seul, on n'ira pas très loin. Donc, il faut vraiment hybrider des compétences pour que on ait une mission globale qui fasse cohérence et cohésion. Donc, c'est un peu ces mécanismes-là qui vont faire que l'entreprise va s'épanouir. Mais individuellement, on n'irait pas très loin. Donc, il faut vraiment apprendre ce statut de manager et apprendre. Et souvent, on a quelques touches quand on démarre, oui, mais la partie opérationnelle va nous apprendre beaucoup sur le management humain. Ah, bien sûr. Et je rebondis aussi j'écoute beaucoup vos podcasts et vos interviews, et il y a un moment donné où ça m'a fait tilt. Vous dites qu'à un moment donné, quand on commence à innover, à vouloir prendre des risques, on va prendre des coups. Et d'où l'importance de bien s'entourer. Est-ce que ces coups-là, ils sont plus puissants que les coups que vous avez pris dans les arts martiaux? Ah ben oui, parce que ça vous remet en question. Les coups des arts martiaux, d'abord, c'est qu'on participe à un combat, donc c'est plutôt ça. Mais quand vous êtes innovant, vous dérangez des cercles, que ce soit des cercles de créatifs, des cercles économiques. Et comme vous dérangez des cercles, évidemment, les gens ne vont pas rester à rien faire, et ils vont remettre votre compétence en doute et votre autorité en doute. Donc ils vont finir par essayer de vous faire douter de vous-même, de savoir si vous n'êtes pas un imposteur, et c'est là où il faut avoir un mental pour résister. Ouais, très puissant. Et justement là, je revenir à une autre question. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants qui sont vacants dans les métiers de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence du Covid, ou c'est des choses qui allaient pas depuis un petit moment et qui font que le secteur commence à changer? Non, le Covid, c'est un accélérateur, mais comme toutes les crises sont des accélérateurs, mais ça c'est Edgar Morin qui explique ça très bien, mais il faut garder à l'esprit que depuis la loi sur les 35 heures, on s'est pas remis en question. Donc la profession a laissé venir, a essayé de s'organiser sur les 35 heures. Maintenant, il y a des personnes qui nous disent: moi, c'est d'abord la qualité de vie, et après après je penserai à mon travail. Donc travailler l'après-midi, pas avoir une coupure l'après-midi et reprendre le soir, c'est non. Soit je travaille du soir, soit je travaille du matin, mais il est hors de question que je reste l'après-midi à rien faire et non payé. Donc il y a une replanification du travail qui est en train de s'installer. Certes, aujourd'hui il y a une pénurie de personnel, il faut pas oublier qu'on va quand même traverser bientôt une crise, et que les gens qui aujourd'hui négligent un peu le travail en auront peut-être besoin dans quelques temps. Et puis il y a des personnes qui, elles, n'ont pas de cursus d'école hôtelière ou d'avoir fait un apprentissage, et qui arrivent quand même dans ces métiers
et qui vont finir par venir combler un peu les manques dans ces métiers. Et c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est produit dans les années 60, 70 dans le bâtiment. Il y avait une désaffection pour des Français par rapport au travail dans le bâtiment. Et on a vu effectivement des gens qui étaient de l'immigration, qui arrivaient de l'immigration, qui ont intégré ces métiers et qui ont pallié au déficit. Et c'est des choses qu'on pourrait revoir justement dans nos métiers. Mais il me semble qu'on va les voir, oui. Ouais. Et on le voit déjà d'ailleurs. Ouais, c'est déjà le cas. Très bien, chef. Bah, merci beaucoup. Je vais finir par trois dernières questions, chef, pour finir cette petite interview. La première, imaginons que vous pouviez avoir une machine à remonter dans le temps et que vous pouviez voir votre vous-même de 20 ans. Quel conseil vous lui donneriez à cette personne-là? Je ne pas reculer parce que j'ai découvert que finalement j'avais pas reculé beaucoup sur mes projets, mais et de peut-être un petit peu moins douter pour perdre un petit peu moins de temps, mais franchement je lui dirais pas grand-chose si ce n'est garde une vision, garde le moral, garde un projet. C'est les mêmes choses que je me pose tous les jours, le projet. S'il n'y a pas de projet, finalement, on regarde ses pieds et on n'avance pas. Et ça, je me rappelle, vous me dites souvent, avoir un projet, c'est ce qui fait que vous allez tenir en fait. Ah bah oui. C'est ce qui vous fait regarder au-dessus des lignes d'horizon, sinon vous regardez vos pieds. Ouais, bien sûr. Ou vous regardez le ciel en espérant qu'il se passe quelque chose. Ouais, bien sûr. Deuxième question, chef. Si vous aviez un livre, ça peut être un livre, un film, un podcast qui vous a marqué, qui vous a fortement impacté dans votre carrière, lequel ce serait et quel conseil quel livre, podcast ou film vous conseillerez de regarder absolument? Ou lire absolument? Il y en a énormément, il y en a tellement, je ne saurais pas quoi dire. Les films qui m'ont inspiré, c'est peut-être Après la pluie. De Kurosawa, enfin de l'élève de Kurosawa, parce que Kurosawa était mort, la trilogie Samouraï, et puis ça sont des films qui montrent la force travail, qu'on peut avoir du talent, mais sans force travail on n'ira pas loin. Et puis les livres de mon enfance, c'était plutôt L'Appel de la forêt de Jack London. Et c'est vrai que ce côté aventurier qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que il va falloir, quoi que l'on fasse, accepter de traverser un peu des moments d'incertitude, et il faut un mental, et dans L'Appel de la forêt, on voit que ce chercheur d'or, il a un mental incroyable. Il y a aussi peut-être, vous le dites souvent aussi, Miyamoto Musashi, la voix du guerrier, la voix du Bushido. Alors c'est pas la voie du guerrier, la voie de Musashi, c'est le Gorin no Sho, c'est le traité des 5 roues. D'accord. Et le traité des 5 roues, les Américains l'ont découvert très tard, ils l'ont découvert en 1962, enfin ils l'ont fait traduire en 1962, et ils se sont aperçus que c'était un livre de vie absolument incroyable, comme Sun Tzu d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Qui sont des livres très puissants et qu'on garde sur un coin de sa table de nuit pour le relire et le relire pour s'en imprégner. Oui. Ça, faudrait que je le lise, ce bouquin. Chef, dernière question. Comment vous voyez l'avenir de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie en 2050? Plutôt saine, c'est-à-dire que on aura, à mon avis, des restaurants et des hôtels qui auront pris conscience de l'impact social et de l'impact environnemental de leur métier. Donc, on aura peut-être pris conscience que les ressources sont pas inépuisables, donc il faut y faire attention. La ressource humaine non plus, elle est fragile. Il faut que l'utiliser avec à bon escient. Donc non, je vois ça. Alors évidemment avec des successions de crises, qu'elles soient comme des crises qu'on entrevoit en Ukraine, qui vont avoir forcément une incidence forte sur le commerce, et puis les crises sanitaires qui par ce dérèglement climatique et qui va durer et qui crée forcément des mouvements comme ça sanitaires qui viendront perturber nos vies, et voilà, donc ça il faut s'adapter, et l'adaptabilité est la règle. Je vais faire le darwinisme de base, donc 2050 je vois plutôt 2050 on y est, enfin tout le monde essaie en train de dire qu'est-ce qu'on fera en 2050. On se posait la même question pour les années 2000, finalement il s'est pas passé grand chose, et il s'est passé beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ont été dans
qui nous ont aidés à nous épanouir quand même. Mais 2050, je pense qu'on aura pris vraiment conscience de l'enjeu de l'impact environnemental. Et c'est aussi un combat que vous menez souvent, l'impact environnemental et sociétal des entreprises. Aujourd'hui, elles se doivent d'être en accord avec ces valeurs-là si elles veulent croître. Oui, parce que aujourd'hui, plus personne ne voudra travailler pour une entreprise qui serait extrêmement polluante. Il y a aujourd'hui, c'est de diffuser le message impact social et environnemental. Bah, ça fait son chemin. Alors le problème, c'est que ça fait son chemin avec des parenthèses de 10 ans. Mais globalement, on voit pas comment les choses peuvent régresser. C'est plus une variable d'ajustement, sauf que les crises nous amènent des fois à prendre des décisions contraires. On voit bien que dès que ça se tend un peu, eh bien, on remet en question les accords sur le climat, etc., etc. Et en fonction, c'est pour ça qu'il faut enseigner beaucoup. Il faut multiplier les écoles. Il faut vraiment renforcer la scolarité des plus fragiles, parce que sinon on suit le premier gourou qui passe et c'est très dangereux. On voit bien les décisions qui sont prises aux États-Unis, on voit bien les décisions qui sont prises un peu partout par une forme de dictature qui s'installe et parce que des gens vont faire élire des personnes qui sont potentiellement dangereuses, et ça c'est le manque de connaissances et le manque d'indépendance. Finalement, il faut vraiment militer pour que la scolarité des gens soit nettement améliorée. Et justement, dans tous vos podcasts, vos interviews, vous dites souvent le combat il se fait surtout au niveau de l'éducation et aussi le sport qui fait qu'on va devenir des hommes libres. Oui, mais les deux sont liés, c'est-à-dire que l'éducation vous amène au sport et le sport à l'éducation. C'est-à-dire que ce sont des cadres éducationnels où on fait pour apprendre. Donc les choses vont faire en sorte que vous deveniez libre, et surtout libre, c'est important parce que ça vous empêche quand même de suivre le premier gourou qui passe. Vous gardez votre verticalité, vous ne vous laissez pas assigner à quoi que ce soit, et ça c'est très important. Hyper puissant. Chef, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Voilà. C'était passionnant. Merci. À bientôt. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous tiens au courant pour mon mémoire. Avec plaisir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir, chef. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et diffuser cet épisode au maximum de personnes qui sont intéressées par le business et le leadership dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration. Plus on sera nombreux sur cette communauté et plus on pourra inspirer le maximum de monde à entreprendre et devenir des leaders dans la gastronomie. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai créé un petit guide sur le management que vous pouvez recevoir gratuitement dans votre boîte email, et en échange, vous serez inscrit à mes emails privés et vous recevrez du contenu exclusif qui apporte de la valeur.